Bon, les gars. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. On va leur niquer leur mère à ces fils de pute. À moins de vivre en ermite dans une faille océanique, quelque part entre Cthulhu et le cercueil de Ben Laden, il est foutrement impossible que vous n'ayez pas entendu parler de George Orwell. Non mais George Orwell quoi, le mec qui a pondu 1984 et La ferme des animaux, le type qui avait compris, 60 ans avant tout le monde, que nos FDP de politiciens, un peu las de la démocratie, des libertés fondamentales et des contre-pouvoirs, allaient finir par se dire qu'instaurer une dictature avec l'aide des moyens de surveillance modernes ne serait, au fond, pas une si mauvaise idée. Alors c'est simple, aujourd'hui tout le monde parle d'Orwell. Dès qu'un connard de milliardaire ou de politicien tente un move de connard, tous les jours quoi, on te ressort notre Gus, c'est un putain de réflexe pavlovien. Vaccin obligatoire contre le Covid, Orwell. Surveillance des internautes par les réseaux sociaux, Orwell. Changement de discours officiel sur un sujet, Orwell. Orwell, Orwell, Orwell. Ça va péter! Et comme on vit dans un monde peuplé d'illettrés et de débiles légers infoutus d'ouvrir un livre par an, bien évidemment, on se tape toute une cohorte de mongols chevronnés qui manipulent Orwell à leur sauce pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Du coup, aujourd'hui on va remettre les pendules à l'heure. Alors qui était vraiment George Orwell? En quoi ses écrits expliquent en partie le merdier qu'est devenu notre monde? Et par quel bout prendre son œuvre pour en tirer quelque chose de pertinent à une époque où les droits de l'homme, le suffrage universel et le libre arbitre ont moins de réalité physique que le Père Noël? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sanglez les selles, sortez les sabres, abonnez-vous, il est temps de charger dans le tas. Bon alors ça ne vous aura pas échappé si vous suivez la chaîne depuis un moment, sinon pas de problème, bienvenue, abonnez-vous, likez la vidéo, c'est très important, je compte sur vous. Le Hussard n'est pas franchement un gauchiste tendance woke intersectionnelle. Ah non. Ici on est plus dans une optique de réhabilitation des textes et des auteurs anciens, plutôt que dans la fabrique du néo-féminisme bourré ras la gueule de contradictions internes. How dare you! Alors du coup, peut-être, si vous connaissez déjà Orwell, vous vous demanderez ce qu'un gauchiste comme lui, combattant de la guerre d'Espagne, proche des communistes, membre d'un parti socialiste anglais et partisan acharné de la décolonisation, fabrique sur ma chaîne. Bah la réponse est simple, Orwell, il était hautement street cred. Là, j'aime autant prévenir, on n'est pas sur du Usul 43 kg, IMC de dispense de sport et spécialité tournage de porno avec des trans. Non là, on part sur du lourd intellectuel, combattant, bourlingueur et aventurier, dont la liste des lieux de résidence ressemble à une putain de liste de tous les coins à éviter sur Terre. Que tu vois, je t'ai entouré en rouge tous les endroits où faut pas faire le malin. Eh ben la carte du Maroc est remplie d'endroits rouges. Du coup, moi, devant un tel pédigré, bah, je m'incline. Et vous allez voir, il y a de quoi. Mais commençons par le commencement. George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, ouais c'est tout de suite moins stylé, il est né en 1903 et mort en 1950. Et né où? En Angleterre? Alors là, pas du tout. En Inde. Donc c'est-à-dire qu'avec lui, il n'y a pas eu le temps de s'échauffer. On est entré direct dans le vif du sujet. L'Inde, pour rappel, c'est ce pays avec des araignées venimeuses qui te terrassent en un coup, des tigres qui te croquent en deux bouchées, et des mendiants paraplégiques qui véhiculent des maladies disparues en Europe depuis le néolithique. Et c'est là-dedans qu'Orwell est né. Grosse ambiance quoi. Ça fait beaucoup là, non? Bon alors, rapidement quand même, parce que la mère d'Orwell a pas trop envie que son gosse meure d'une bataille de bouse de vache sacrée à grande échelle, elle rapatrie la MIF en Angleterre, où entre deux repas dégueux, son rejeton va suivre une scolarité putain de brillante. Parce que oui, Orwell il est très bon élève. Donc déjà, il est admis au lycée avec une bourse, et après, une fois le lycée fini les doigts dans le nez en mode full boss no hit run, avec 18,5 de moyenne, il rentre à Eton, l'une des meilleures facs d'Angleterre, donc du monde, où l'un de ses profs d'ailleurs n'est autre qu'Aldous Huxley, un autre très grand écrivain. Mais ça, on va en reparler plus loin, chaque chose en son temps. Alors par contre, à partir du moment où il est à Eton, Orwell, bah il se met à glander sévère. Il s'aperçoit que la vie, c'est pas juste potasser des bouquins pour gratter des 72 sur 20 au partiel, et bah profitant de ses facilités, il active le mode flemme intense, ce qui fait qu'il passe graduellement de très bon élève à gros cancre, dans un état de baléburnisme très avancé. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Du coup, une fois ses études achevées de façon assez médiocre, au lieu de devenir un gros banquier d'affaires véreux ou une couille molle de prof de fac, Orwell devient sergent dans la police impériale de Birmanie. Oui. En fait, notre Gus à cette époque, tout ce qu'il veut, c'est devenir un putain d'écrivain et voyager sur la terre entière. Donc si pour ça, faut aller jouer aux fonctionnaires dans un pays truffé de serpents venimeux et de jungles impénétrables, bah il signe direct. Squadra! Nous sommes partis! Et alors là où ça devient particulièrement stylax, c'est que cette partie de sa vie dans les troupes coloniales, bah ça va influencer durablement toute sa vision du monde. En gros, Orwell, en arrivant en Birmanie, il passe progressivement de « Trop bien, vive l'aventure !» à « Bordel, y a R à faire, on s'emmerde ici !» pour enfin terminer sur un « Putain mais en vrai, l'Empire britannique abuse avec sa colonisation, luttons contre le colonialisme !» Ce qui, je le rappelle, demande vraiment beaucoup plus de courage en 1922 qu'en 2022. Mais passons. Donc, Georgie finit par quitter les troupes coloniales et il se radine au bercail en 1927. Là, il annonce sa vocation à sa famille, devenir un putain de grand écrivain. Problème, il est nul en écriture. Donc bah, au début ça marche pas trop. Entre 1927 et 1929, il végète comme une sorte de demi-clodo, à Londres d'abord puis à Paris, en ne survivant que grâce à des petits boulots, genre faire la plonge dans des grands hôtels de la rue de Rivoli. Et tout ça, il en tire un bouquin qui s'appelle Dans la dèche à Paris et à Londres. Un titre logique me direz-vous, et qu'il fait publier en 1933 grâce à un ami éditeur, Victor Gollancz. Ou alors lui, son problème en général c'est qu'il a un peu peur que les textes d'Orwell, qui n'hésite pas à sulfater la politique du gouvernement anglais, le système capitaliste, les abus des puissants et les malversations du pouvoir, ne lui valent quelques procès. Du coup, il est tout le temps partagé entre l'envie de publier notre
contre Gus et la crainte de se retrouver au placard à cause de ça. Et alors, comme il a un peu de courage mais pas trop quand même, Gollancz il sort les textes de Georgie, mais à moitié en soum-soum, notamment en passant par une diffusion aux States plutôt qu'en Angleterre. Du coup bah c'est de la merde. Et Orwell il continue de crever la dalle dans l'anonymat le plus complet. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Et le pire, c'est que sa santé va le lâcher. Lui qui a survécu à l'Inde, à la Birmanie et à la clochardise franco-anglaise, v'là qu'il attrape une sale pneumonie. Et sa santé, à partir de là, elle ne sera plus jamais au top. Du coup, Orwell comprend qu'il est temps de se poser et d'arrêter les conneries. Il trouve un travail, d'abord comme prof, ensuite comme libraire à Londres, et il continue à rédiger ses premiers romans, qui sont franchement pas top. Mais ça, on s'en balance un peu, d'abord parce que Gollancz est publié quand même, et ensuite parce qu'en 1935, Georgie Ladeven rencontre une meuf au nom imprononçable, Eileen Bref, il rencontre Eileen et c'est le coup de foudre. Il l'épouse quelques mois plus tard. Et c'est pas tout, c'est la même période qu'Orwell, en réalisant un reportage dans les mines au nord de l'Angleterre, il fait enfin connaissance avec les prolétaires, les vrais. Et pour lui, c'est une nouvelle révélation. C'est-à-dire que Jean Intellectuel Dayton passe définitivement du côté socialiste de la force en voyant des lourds mineurs sortir du terril, la fif noircie par le charbon et les poumons bouffés par la silicose. C'est autre chose que de manifester avec le collectif Adama, ça, j'annonce. Bon alors du coup, à partir de là, notre Che Guevara roast beef, fraîchement converti à la lutte des classes, il n'a qu'une idée en tête, mettre en pratique sa vision de la révolution populaire, option hasta siempre. Du coup, destination l'Espagne. En gros, pour vous la faire courte, en 1936, la Team Zorro a décidé de se déchirer dans une putain de guerre civile entre gros droitards solides, commandés par Franco, et lourds gauchistes alpha, commandés par personne en particulier, ce qui explique d'ailleurs leur défaite finale. Bref, Orwell, lui, il se dit qu'il veut rejoindre les rangs des milices communistes pour casser du facho, à l'époque où arracher une banderole de génération identitaire avant de violer sa compagne ne suffit pas à faire de vous un authentique héros de la lutte anticapitaliste. Bon, alors du coup, Orwell rejoint un mouvement qui s'appelle le POUM. Ouais, POUM. Bon, ça manque un peu de peps, j'avoue. On va plutôt appeler ça le... Oui, le... C'est mieux, non? Bon alors du coup, Orwell rejoint le... et il se bat comme un bâtard du côté de Barcelone. Là, malheureusement pour lui, après 2-3 moves de Peaky Blinder, il finit par se prendre une bastos dans la gorge et il doit se faire rapatrier en France au moment même où le... trahi par ses anciens alliés et soudain qualifié de mouvement fasciste, ouais je sais ça fait absolument aucun sens, ce qui ne nous mentons pas est mauvaise magie pour ceux dont l'objectif principal est survivre dans les rangs des communistes et des anarchistes. Donc Orwell laisse le dans le rétroviseur et rentre en Angleterre. Ça tombe bien parce que la Seconde Guerre mondiale toque à la porte. Bon alors Orwell lui il est chaud pour repartir taper du 1v1 contre les Sharpanzer des Schleux, mais l'état-major anglais, voyant sa santé de merde et son IMC de défaite ambulante, décide qu'il sera plus utile comme chroniqueur à la BBC que comme soldat en première ligne. Et ça, Orwell ça le gonfle pas mal. Alors dès 1943, il décide de quitter la BBC pour entamer la rédaction de son premier grand texte super connu, La ferme des animaux. Bon alors comme ce livre, on va y revenir, n'est qu'une putain de charge à la baïonnette contre le totalitarisme soviétique, personne ne veut le publier avant la fin de la guerre. Du coup, en patientant, Orwell commence un autre chef-d'œuvre qui, lui, ne paraîtra carrément qu'en 1949, quelques mois à peine avant sa mort, 1984. Bon alors là, je sais pas si vous réalisez bien, mais coup sur coup, Orwell assène deux énormes uppercuts à la postérité littéraire, en asmatant avec panache toutes les critiques qu'on aurait pu formuler sur ses productions précédentes. Là c'est clair, c'est net, y a rien à redire, c'est du très très lourd. Comme quoi, mieux vaut tard que jamais. Parce qu'Orwell, après la guerre, il est salement malade. Il a beau se remarier fin 1949 avec Sonia Brownwell, sa dernière femme, y a rien à faire. Il a attrapé une sale tuberculose et ses jours sont comptés. Le 21 janvier 1950, il meurt à l'hôpital, laissant derrière lui un putain d'héritage littéraire et politique dont on va parler dès maintenant. Allez, suivez-moi. Bon alors ça ne vous aura pas échappé, les deux textes d'Orwell les plus connus sont La ferme des animaux et 1984. La ferme des animaux, c'est l'histoire d'une bande d'animaux dans une ferme, oui logique jusque là, qui chasse le fermier, prend le pouvoir et instaure une dictature. Donc au début, tous les animaux sont égaux et tout va bien dans le meilleur des mondes, mais rapidement, bien sûr, les choses vont déraper et une nouvelle hiérarchie va se mettre en place, avec les cochons comme gouverneurs, les chiens comme policiers, etc. Ça vous rappelle rien? Bah peut-être que vous voyez pas la ref, mais à l'époque d'Orwell, tout est absolument limpide. Le texte est une satire de la révolution russe de 1917, où les bolcheviks ont pris le pouvoir, Kalash le tsar et sa famille, instauré une égalité de tous devant la loi, avant de sombrer rapidement dans le pire des totalitarismes avec Tonton Staline, les goulags, Trotsky la pioche dans la fif, etc. Bref, t'as capté le message. En gros, à l'époque où tout le monde suce goulûment les Popov parce qu'ils ont triomphé du petit moustachu qui fait sauter la monétisation, bah Orwell, lui, il avait le courage de tirer à balles réelles sur le totalitarisme soviétique. Et là, juste pour rappel, on est 30 balais avant l'archipel du goulag, le livre du dissident russe Solzhenitsyn qui va forcer tous les cocos de Saint-Germain-des-Prés à admettre que, le communisme à la sauce vodka, ça a des limites quand même. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Sacré coup d'avance. Et pareil pour 1984. Dans ce bouquin, écrit en 1948, d'où le titre, vous avez capté, 84, 48, bref. Orwell peint une Angleterre en proie à une implacable dictature, où l'État épie les moindres faits et gestes des citoyens, le tout dans un niveau de communisme ambiant capable de faire imploser le moindre papacito qui croiserait dans le secteur. C'est simple, l'intrigue prend place dans une société où on ne choisit ni son métier, ni sa famille, ni son chef, ni ses opinions, ni rien. Non, l'État fait tout pour vous et vous impose tout. Et ici, l'État, il est symbolisé par Big Brother, une sorte de mascotte omniprésente, qui ressemble étrangement à Edoui Plenel d'ailleurs, et qui se manifeste au quotidien en apparaissant sur les postes de télévision des citoyens, postes de télévision
qu'ils ne peuvent d'ailleurs ni déplacer ni éteindre, et par lesquels l'État peut les filmer et voir ce qui se passe chez eux. Donc là, Orwell pointe du doigt deux choses très importantes. Petit 1, le communisme en Russie, ça partait peut-être d'une bonne intention, mais ça a complètement dégénéré en un gros foutoir option tout le monde au goulag. C'est un fait, on peut pas le nier. Petit 2, si on ne fait pas gaffe, cette situation de merde pourrait se reproduire n'importe où, y compris en Angleterre, patrie historique du capitalisme et de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est le plus intéressant chez Orwell. Plus qu'un visionnaire, c'était un témoin de son époque. Un type qui avait compris que le monde, après 1945, il s'était pas soudainement apaisé et libéré de toutes les menaces. Non, il avait bien compris, Georgie, avec sa caboche d'anglais entêté, que la défaite du petit moustachu n'était que le prélude à de nouveaux affrontements et à de nouveaux régimes totalitaires. Et au fond, c'est ça le plus intéressant avec Orwell. On vous raconte tout le temps que le type avait prévu avec 10 coups d'avance la politique moderne et postmoderne de la Chine, des États-Unis ou même de Macron. Mais en vrai, c'était pas tant ça le propos de ses livres que de pointer du doigt, avec un savant mélange de satire et d'effroi, ce qui menaçait de nous tomber sur le coin de la gueule. Orwell, au fond, c'était pas un prophète, c'était un médecin. Il ne prédisait pas l'avenir, il auscultait juste son époque. Et là, peut-être que vous me croyez pas. Attendez, suivez-moi, je vais vous prouver avec une petite comparaison que j'ai raison. Je vous l'ai dit, quand il était jeune, Orwell il a fait ses études à Eton. Là-bas, il y avait un prof de français un peu vicose mais qu'Orwell aimait bien, qui s'appelait Aldous Huxley. Alors qui était ce BG timide? Un autre grand écrivain anglais, l'auteur du très célèbre Meilleur des mondes, paru en 1932. Alors lui, il mériterait un épisode entier sur sa gueule, abonnez-vous, mais il faut déjà que je vous en dise un mot, là tout de suite. Dans Le Meilleur des mondes, Huxley dépeint une société futuriste, dans laquelle voyager de Paris à New York se fait en un quart d'heure, où les gens changent de partenaire sexuel comme de chemise, où tout le monde carbure au Soma, un genre d'antidépresseur surpuissant, où les livres sont mal vus et la masturbation encouragée, où les enfants naissent non plus du ventre de leur mère mais dans des genres d'usines à gosses. Bref, vous avez compris. Là, on n'est plus du tout sur la description de son époque, on est vraiment sur de l'anticipation pure et dure. Et souvenez-vous bien que le bouquin, il est sorti en 1932, donc presque 2 décennies avant 1984. Et dedans, Huxley ne décrit pas son époque, il annonce déjà toutes les dérives de la nôtre, avec les antidépresseurs, la libération sexuelle, la PMA, GPA, et une espèce de soft dictature, où tu risques pas d'être torturé ou fusillé pour tes idées, seulement d'être vu comme un mec bizarre et ridicule si tu penses pas comme la masse. Et ça, au fond, c'est 10 000 fois plus actuel que les histoires de surveillance par la télévision ou de totalitarisme soviétique. Alors certes, la Chine impose aujourd'hui un crédit social à ses citoyens, mais en Occident, on va pas se mentir, c'est pas vraiment l'État qui vient de checker chez toi ce que tu fais. C'est toi qui es volontaire pour être épié dans tous les sens avec les ordis, internet, les réseaux sociaux et compagnie. C'est toi qui te dépêches de te ficher toi-même. Donc oui, au fond, Orwell, il était pas tellement en train d'annoncer le monde à venir, il était plus en train de dézinguer ce qui était déjà là à son époque. Et du coup, vous me direz, mais pourquoi on le prend pour un putain de prophète? Je vais vous le dire en un mot, à cause de son concept de novlangue. Dans 1984, la novlangue est une version volontairement appauvrie de l'anglais, que les élites mettent en place pour que les gens, à terme, ne disposent plus des mots nécessaires pour critiquer le régime. En gros, pour schématiser vite fait, si tu supprimes des mots comme démocratie, suffrage universel ou droit de l'homme, et que tu laisses que des termes comme bon, mauvais, méchant, gentil, beau, pas beau, plus personne n'est en état de penser la moindre opposition au pouvoir. Et ça, quand tu vois Macron qui parle d'itinérance mémorielle, que les médias te parlent de jeunes et que Yale est rentré dans le dictionnaire, évidemment, ça fait un peu écho. Et le rapprochement, il est assez tentant. Alors oui, sur ce point précis, Orwell était prophétique. Pour le reste, soyons francs, les travers du monde actuel ressemblent quand même beaucoup plus à ce que racontait Huxley. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ça peut changer. Avec la Chine demain et les nouvelles technologies, Orwell sera peut-être sur le devant de la scène et Huxley dépassé. On verra. Mais pour l'heure, Orwell c'est plus un témoin qu'un devin. Bon les gars, je compte sur vous, aimez la vidéo, commentez, partagez en masse, rejoignez-nous sur Instagram, et foncez en description si vous voulez vous plonger un peu plus dans les textes dont on a parlé. La ferme des animaux, c'est un putain de classique et ça fait moins de 100 pages, alors il n'y a pas d'excuses, vous pouvez vous y mettre. Comme vous l'avez vu, c'était un épisode très riche aujourd'hui, avec beaucoup d'éléments qu'on a seulement survolés, histoire de vous donner une vue d'ensemble. Alors si vous voulez un épisode complémentaire sur Orwell ou sur Huxley, n'hésitez pas, faites-le savoir dans les commentaires, on vous lit toujours avec plaisir. Et surtout, souvenez-vous, la prochaine fois qu'un Google vous dit « Non mais c'est orwellien comme situation », vous savez comment le rendre moins bête, montrez-lui le hussard. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, rompez les gars. From you breathing in and out of